Donc, après toute la partie sur l'avant-première guerre mondiale, puis la Première Guerre mondiale, nous sommes maintenant dans l'entre-deux-guerres, donc entre 1918 et la Seconde Guerre mondiale. Pas mal d'objets assez exceptionnels et on va s'intéresser notamment à tout ce qui est conservation parce que certains de ces avions seront bientôt centenaires et pour ça nous sommes rejoints par la directrice, on peut dire de tout ce qui est conservation, Marie-Laure. Merci de nous rejoindre. Donc j'ai cru comprendre que vous veniez initialement de tout ce qui est train, puis maritime et maintenant aéronautique. Donc vous êtes la spécialiste qu'on rêvait d'avoir. Vous maîtrisez bien la conservation du train à l'avion. Voilà, on fait des objets de transport et j'avoue que c'est quelque chose de tout à fait fascinant, notamment les avions. C'était un petit peu mon rêve depuis des années, donc ça s'est concrétisé. Super, mais donc ici, concrètement, en termes de conservation, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous faites aux avions? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça marche? Voilà, alors on a au Musée de l'air et de l'espace une collection très vaste puisqu'on a 400 avions, dont 120 exposés au musée et 22 à l'extérieur. Donc c'est évidemment un petit peu un challenge. Alors quand on a des avions abrités comme ce Caudron Simoun, on essaye, bien sûr, de les mettre dans les meilleures conditions de conservation possible, de température, d'humidité, mais évidemment, les avions ne sont pas faits pour être éternels, contrairement aux objets de musée, dont ce serait la logique. Donc, on essaye de voir comment, le principe, en fait, c'est de les garder le plus possible dans leur état de fin de service. Alors, évidemment pas l'état sorti d'usine, puisque la logique, c'est vraiment de voir tout le vécu de l'avion, les traces d'usage, etc. Mais on essaye de les garder le plus possible dans l'état où ils se sont arrêtés. Alors, bien évidemment, ils vont continuer à évoluer, à vieillir. Je pense notamment, par exemple, au SPA de Guilmer qui est en réserve. Bon, des avions plus que centenaires, les matériaux vont évoluer. Donc, notre but avec les restaurateurs, les régisseurs pour la conservation préventive, c'est d'essayer de faire qu'ils évoluent le plus lentement possible et de les préserver. Alors, on voit bien, par exemple, sur le Caudron Simoun, qui a été repeint il y a quelques années au Musée de l'air et de l'espace, qui a quelques écailles de peinture. Donc on est en train de réfléchir. La difficulté dans des cas comme ça, au niveau de la restauration, c'est qu'on ne sait pas du tout quel est l'état de l'avion sous la couche de peinture relativement récente d'il y a quelques années. Donc on va faire des tests très, très précis pour voir comment on va pouvoir le sauver, sachant que le Caudron Simoun, je crois que c'est le dernier exemplaire qui existe quasiment au monde. En tant qu'avion original, c'est très, très rare. Et puis vous voyez devant le Petit Prince, puisqu'il se trouve que c'est un des types d'avions utilisés par Antoine de Saint-Exupéry. Ah ouais, super. Donc ça, c'est un de vos 400 avions. Vous avez dit qu'il y en a à peu près 140 d'exposés. Donc tous les autres, ils sont où? Là, si on continue par là-bas, on va voir d'autres avions, mais les autres sont donc en réserve? Alors, il y a toute une partie qui est en réserve à Duny, soit abritée, soit à l'extérieur. Et puis, nous avons aussi des dépôts un petit peu partout en France, par exemple à Montélimar, à Orange. Il y a des avions du musée à Orange et Montélimar. Voilà, il y a beaucoup de dépôts à Rochefort, dans beaucoup d'endroits, avec soit des restaurations, soit des expositions à Biscarrosse, par exemple. Alors, on en a aussi dans des musées comme le musée de la Grande Guerre de Meaux, ou alors à Utah Beach, voilà. Alors, ici, on est sous un avion tout à fait emblématique, c'est le fameux point d'interrogation. Qui a permis en fait à Coste-et-Bellonte de faire la traversée de l'Atlantique. Donc c'était vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire, un record en 1930. Quelques années auparavant, il y avait eu évidemment la tentative avec l'oiseau blanc, mais qui, vous l'avez vu je crois tout à l'heure, on a vu son train d'atterrissage, c'est tout ce qui reste malheureusement. Qui reste évidemment d'autant plus émouvant que pour le coup on voit vraiment les traces d'usure. Puis ensuite bien sûr la tentative réussie de Lindbergh de New York au Bourget, puisqu'il a atterri ici. Alors, ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que en fait, l'avion a été complètement dépecé à l'atterrissage par la foule enthousiaste. Ah oui, voilà, l'avion de Lindbergh. Donc, on a dans nos collections des morceaux du Spirit of Saint-Louis. Je pourrais vous montrer d'ailleurs les petits morceaux. Il a été attaqué par la foule parisienne. Voilà, tout à fait. Donc après, ils l'ont réentoilé évidemment au Bourget d'ailleurs. Et puis là, le point d'interrogation, c'est donc la traversée du Bourget aux États-Unis, donc c'est vraiment un record absolument emblématique. En plus, on voit, j'allais dire, toutes les étapes. Destinations après, derrière. Voilà, c'est clair que ça avait vraiment marqué la période dans l'entre-deux-guerres, c'est vraiment les grands raids
absolument mythique, puisque, en fait, évidemment, après la Première Guerre mondiale, l'avion a commencé à se développer, mais il y a eu à la fois les raids, et puis alors, ce qui est extrêmement intéressant aussi, là, par exemple, on a un Farman Goliath. Alors, pour des questions de manque de place, on n'a pas les ailes. C'est d'ailleurs assez troublant, parce qu'on dirait presque un bus, mais c'est parmi les premiers avions qui avaient un certain nombre de passagers. Et vous pouvez remarquer, ce qui est très étonnant, c'est que le pilote n'est toujours pas abrité à l'époque, et vous voyez les passagers, alors il faisait très très froid dans ces avions, donc ils mettaient des sortes de pelisses. C'est vraiment les temps héroïques des premiers avions de passagers. On va avoir l'impression que c'est confortable en classe éco maintenant. Oui, tout à fait. C'est clair que quand on monte dans d'autres avions, mais en fait, c'est allé quand même très très vite l'histoire de l'aviation, parce que par exemple, le Déperdussin monocoque est antérieur à la Première Guerre mondiale et il va déjà à 200 km/h. En fait, les progrès ont été quand même très très rapides. Bon, on va continuer par là-bas, voir un petit peu le reste de vos collections. Alors, ça me faisait rire tout à l'heure quand vous disiez que vous conservez les avions un peu dans l'état de leur dernier vol. On voit certains avions de voltige sur le dos. Oui. C'est assez bien imagé pour le coup. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc là, on voit effectivement les moteurs ne sont pas du tout de la même taille par rapport à la Première Guerre mondiale. C'est impressionnant. Oui, oui. Oh, quand on va voir tout à l'heure dans le Concorde le moteur Trent ou autre, là, oui, voilà, c'est encore autre chose. On est dans une autre dans les années dimension 30. là. Ouais. Alors après, il y a le hall des hélicos. Ah, les hélicoptères, ça. Un peu dans l'hiver de la chasse, donc on a fini l'entre-deux-guerres. Là, c'est clairement de l'avion de chasse. Donc, quelle est un petit peu l'idée ici? Pourquoi vous avez regroupé tous ces chasseurs-là? C'est juste le post-guerre, en fait? Oui, alors là, c'est le hall qu'on appelle la cocarde. D'ailleurs, elle est symbolisée au sol. L'idée, c'est de montrer... j'avais jamais remarqué. Voilà. Bien vu, effectivement, bleu, blanc, rouge. Ah oui. Voilà, l'idée, c'est de montrer toute une série d'avions, alors essentiellement de l'armée de l'air, mais pas que, puisqu'on a quelques avions de la marine qui complètent d'ailleurs ceux qui sont sur le tarmac, comme l'étendard et le super-étendard. Et ça permet de mettre en valeur toute l'implication, en fait, de l'armée. Alors, aussi, d'ailleurs... en termes de contrôle, enfin, il y a vraiment la chasse, il y a des mirages tout à fait intéressants comme... Celui-là, il est fou. Hein. Enfin, je trouve que pour toute personne qui aime l'aviation, il faut venir voir ce Mirage F1 vu en coupe, parce que déjà, on se rend compte de la taille du moteur. Oui, tout à fait. C'est un moteur, hein. Un moteur, un petit pilote, et puis il y a un petit peu d'informatique derrière, mais je pense que même sur les bases, j'aurais bien aimé voir une coupe comme ça du Rafale. Quand j'ai fait mon cours dessus, maintenant c'est informatique. Je ne crois pas que ça existe, mais ce qui est doublement intéressant, c'est non seulement, en effet, on voit très bien les composantes de l'avion, mais la présentation même est historique, puisqu'en fait, elle n'a pas été réalisée pour le musée, c'était déjà présenté comme ça. Donc c'était pour les cours au sol voilà, à l'époque. Tout à fait. Parce que c'est ça aussi que le musée souhaite mettre en valeur. Alors, pour le moment, c'est vrai qu'on est quand même beaucoup sur les aspects techniques ou autres, mais petit à petit, on s'ouvre à tout le côté imaginaire, ce qu'on appelle le fait aérien, tous les éléments, et on essaye de récupérer des éléments de formation. Par exemple, prochainement, on va récupérer quelques tableaux faits sur la base de Châteaudun par l'équipe de maintenance et de stockage, où en fait c'est très intéressant, on voit en fait toutes les composantes électriques ou autres des avions. C'est aussi intéressant de montrer ça, parce qu'un des points qui nous paraît très important dans le monde de l'aéronautique et qui est finalement assez singulier, c'est de montrer par exemple aux jeunes que par exemple être mécanicien aéronautique, c'est un métier à très haute responsabilité. Il y a une traçabilité, etc., qui est très importante, et on dit toujours que les pilotes sont obligés, entre guillemets, de faire confiance aux mécaniciens. Oui. Et c'est vraiment quelque chose qui est important, parce que si vous avez une panne en voiture, bon, les conséquences en général ne sont pas forcément dramatiques, sauf une panne de frein ou autre, mais évidemment dans le domaine de l'aéronautique, donc tous les métiers, en fait, notamment de mécaniciens et de la maintenance, sont extrêmement importants, et je crois que c'est bien de le montrer pour les jeunes, cette notion de responsabilité, de risque, de confiance que les gens doivent se faire entre eux. Tout à fait, ouais, effectivement. C'est un beau message, magnifique message. Donc, vous avez le prototype du Concorde. Voilà, alors c'est le premier qui est là-bas. C'est le premier qui est là-bas. Et ici, là, c'est le Sierra Delta, c'est un des avions de ligne. Un des avions de ligne, avec donc, les réacteurs Olympus 593. Et là, on change complètement d'ambiance.
Voilà, c'est le fameux Jaguar. Et donc là, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce d'un point de vue conservation, ça m'a pas l'air terrible. Non, non, mais alors par contre... C'est fait exprès, c'est ça? Enfin, exprès, oui, si Jean-François Humel m'entendait, je pense que... Non, non, en fait, là, c'est le Jaguar A91. Alors, c'est un avion totalement exceptionnel, puisque c'est un Jaguar qui a été utilisé pour le premier raid du premier jour de la guerre du Golfe par l'armée française. Et il s'est pris un missile dans le réacteur. Donc, ce qui rend cet avion totalement exceptionnel, c'est qu'on voit en fait que le missile en fait, a tapé dans le réacteur et l'avion n'a pas été réparé. Alors, en général, quand il y a un accident de ce type, alors déjà, je précise que ce qui l'a rendu mythique, c'est aussi que son pilote, Jean-François Humel, ne s'est pas éjecté. Il a pu, de manière un peu miraculeuse, ramener l'avion sur une base de secours. Ils étaient deux, en fait. Hein, donc, avec son équipier, ils ont pu finalement revenir sur une base de secours. Alors, heureusement, le Jaguar a 2 réacteurs, c'est ce qui a sauvé l'avion, puisque, bon, bien sûr que sinon, l'issue aurait été fatale. Et c'est une opération qui a été très marquante. Alors bon, déjà, le fait d'avoir été attaqué, c'est le seul d'ailleurs avion qui a été attaqué pendant la guerre du Golfe. Et ce qui a permis, à l'époque, oui, voilà, français, pardon, et à l'époque, ils volaient à très très basse altitude pour les premières opérations. Ils sont aperçus que l'armée irakienne était finalement beaucoup mieux équipée que prévu. Donc très vite, ils sont passés à des vols en moyenne altitude et du coup, après, il n'y a plus de gros soucis majeurs. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'en général, quand les avions sont attaqués, soit l'avion est complètement détruit, soit éventuellement il est réparé ou réformé. Mais il est rarement laissé en état comme voilà. ça. Alors là, je pense qu'il a une telle aura dans l'armée que tout le monde a voulu le conserver. Il a été protégé pendant très longtemps sur la base de Châteaudun, notamment à Canopée, où il est resté jusqu'au mois de décembre dernier. Et il a été décidé par l'armée de l'air de nous le confier. C'était sans doute le moment où on fêtait le 30e anniversaire de la guerre du Golfe. C'était le moment où il était voilà, important de pouvoir le présenter. C'est extrêmement rare dans un musée qu'on ait des traces de combat sur un avion. Alors nous, on a un petit peu l'équivalent, c'est les ailes de Spad pour la Première Guerre mondiale. Mais pour des avions plus récents, ça doit être un des cas quasiment uniques au monde, à mon avis, de ce type de présentation. Donc c'est important. Alors c'est à la fois aussi une sorte de symbole de résilience, puisque ce premier raid qui, quelque part, a mal tourné, heureusement, bon, grâce aux pilotes, il y en a un d'ailleurs qui avait pris une balle dans le casque. Voilà, sur les 12, il y a eu plusieurs soucis. Donc, mais tous ont pu revenir sains et saufs. Et le fait d'avoir tout de suite compris que ce vol à basse altitude n'était pas du tout adapté a permis en fait de repartir sur d'autres stratégies qui ont, elles, montré toute leur efficacité. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, il coule un petit peu d'huile, ou pourquoi vous avez mis ça en dessous là? On dirait que ça coule un petit peu. Voilà, alors en fait, il est là depuis assez peu de temps, depuis début décembre. Donc, comme on a un petit peu décalé l'avion il n'y a pas très longtemps, il coule encore un petit peu d'huile, de carburant ou autre. Voilà. Alors, normalement, bon, là j'avoue que comme on n'est pas ouvert au public, on n'a peut-être pas enlevé les bacs, mais c'est vrai qu'au départ, il y a de l'huile qui c'est top, c'est-à-dire qu'on voit que 30 ans après, il y a encore un petit peu d'huile qui tombe. Voilà, tout à fait. Oui, oui, tout à fait, puisque évidemment, il y a eu un transport. Alors, pour le transport, en fait, les ailes ont été démontées, donc il y a eu un transport exceptionnel de nuit depuis la base de Châteaudun au mois de décembre. Et c'est vrai que c'est un avion auquel on est particulièrement attaché parce qu'il a une histoire extrêmement forte qui montre à la fois tout l'engagement, à la fois les dangers et en même temps l'importance de ce type de mission. Eh ben super, je trouve que c'est génial pour quelqu'un en charge de la conservation d'avoir des avions à conserver qui ont été abîmés. Oui, bah, en fait, pour nous c'est ce que je disais tout à l'heure. Un avion ou un objet a d'autant plus de sens qu'il y a des traces d'usage, puisque c'est vrai que ça montre aussi tout le danger, j'allais dire l'engagement qu'il faut pour les pilotes dans l'armée, puisque c'est vrai que
je pense que c'est un message aussi très fort pour les jeunes générations, parce qu'à force de jouer sur des jeux vidéo, c'est vrai qu'on finit par oublier un petit peu cette dimension de véritable risque en fait, que prennent les pilotes quand ils sont dans des missions réelles. C'est sûr que là, on peut appuyer sur la barre espace, ça ne va pas réparer le moteur. Donc, Voilà, si tout à fait. on peut essayer d'appuyer sur la barre reset. espace, Voilà. il n'y aura pas de reset possible. Voilà, et on a eu la chance le 17 janvier quand on a présenté l'avion. Alors malheureusement, on n'a pas pu le présenter encore au public puisqu'on est formé pour raison de confinement, mais on fera revenir les pilotes, on en a interviewé plusieurs, et c'est très très poignant notamment le témoignage de Jean-François Hummel quand il explique justement la décision qu'il doit prendre dans un quart de seconde, j'allais dire. Donc c'est vraiment très fort, y compris pour des gens qui ne sont pas forcément j'allais dire, des spécialistes de la chasse, etc. Je pense que c'est le type de témoignage qui marquera tous les publics, où on est en train de faire un montage à partir des témoignages et des films qui va être présenté dans quelques semaines à la réouverture. Eh ben super, eh ben merci beaucoup. Merci pour cette visite. Merci de nous avoir expliqué un petit peu les dessous du musée. Et bon courage pour continuer la conservation de ces petits bijoux. Et comme on le voit, ça vit encore. Hein. Donc, Oui, tout à fait. Ben, merci. Et puis on espère que les gens auront la chance de venir découvrir tous ces joyaux qu'on essaie de préserver au mieux pour le public. Très bientôt. Eh ben merci beaucoup. Merci.